Jonathan qui ne se laisse pas faire, mais Tom va en profiter. Et donc le dépassement avec la petite touchette à la fin du virage. Il est parti à la faute. Attention. Les fameux nuggets de Simon. Allez, le petit donuts, c'est parti. Bonsoir et bienvenue sur Paddock TV pour la transmission en direct ce soir du deuxième NASCAR Whelen Euro Series IFRN Challenge depuis le circuit de Road America. Et comme d'habitude, eh bien, je suis accompagné de Geoffroy du sracing.com. Salut Geoffroy. Salut Adrien et bienvenue dans le Wisconsin sur l'un des plus beaux tracés routiers des États-Unis. Exactement, le Wisconsin Road America, donc c'est un circuit de 6 km 41, nous avons 14 virages et ce soir nous avons une température qui est légèrement élevée, on va dire une trentaine de degrés et pas de vent du tout par contre. Ce tracé de Road America, c'est un circuit routier où l'on roule relativement vite. On est très souvent à pleine charge, donc pour nos voitures de NASCAR, c'est parfait. Mais sur un routier, on utilise plus les freins que sur un ovale. Et ça va être la difficulté d'aujourd'hui, arriver à gérer cette pédale de frein pour arriver à emmener la voiture le plus rapidement possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, effectivement, avec des longues lignes droites, notamment la ligne droite des stands, Adrien, qui est en montée. Qui débouche après sur un premier virage assez rapide, une cassure à droite. Puis on a encore une très longue ligne droite avant le virage 5. Le carrousel aussi qui est très rapide, qui ramène encore une fois. On a pratiquement que ça, que des longues lignes droites entrecoupées de virages assez sympathiques et d'enchaînements assez techniques. Je parlais du carrousel tout à l'heure. Qui est très compliqué. Le dernier virage est pas mal aussi. Et puis le premier, faut quand même pas se rater non plus. Donc on le verra tout au long de la course. Il pourrait y avoir des petits moments de tension à certains endroits, sachant que les endroits privilégiés pour dépasser, ça va être le virage 1, ça va être le virage 5 dans le bas de la descente, Adrien. Et après, si en forçant dans le carrousel, on passe. Ouais, Voilà. le carrousel me semble quand même une solution optimiste pour dépasser, mais après tout, pourquoi pas, Ça passe, faut oser, hein. Mais après, faut pas oublier que en NASCAR, on a l'habitude de rouler sur ovale, donc on sait tenir une trajectoire en étant à l'intérieur tout le temps dans un virage, quoi, même sur circuit routier. C'est un peu différent des formules européennes où pour prendre un virage, la formule la plus rapide, ça va être extérieur, intérieur au point de corde et extérieur en s'en fout, globalement. Eh ben, on verra ça. Alors ce soir, nous devrions avoir 36 pilotes sur la grille de départ. Et bien comme il y a 15 jours, nous avons des pilotes de la NASCAR Whelen Euro Series. Et l'autre partie du plateau est composée de pilotes qui sont inscrits à l'US Racing IFRN Cup Series. Mais pas que, puisqu'il y avait 18 places à prendre. Et la compétition a tout simplement été ouverte à tous les pilotes inscrits à un championnat IFRN. Et nous avons quelques noms que nous n'avons pas beaucoup vus encore sur les championnats NASCAR IFRN que nous diffusons. On aura le temps d'en reparler pendant la course, mais vous allez voir des noms qui peuvent vous paraître parfois inconnus si vous nous suivez régulièrement le mercredi soir. Alors pour l'instant nous sommes en essai libre.
Il nous reste 5 minutes. Nous avions dit tout à l'heure que c'était le deuxième événement organisé en partenariat avec la NASCAR Whelen Euro Series et IFRN. Il y a eu un premier événement qui a eu lieu il y a 15 jours, mais c'était sur une piste ovale. Et on se souvient de la victoire de Gary Dumont. Gary qui est là de nouveau ce soir, hein, le numéro 51. Oui, c'était à Charlotte. C'était à Charlotte, tout à fait. Gary qui avait remporté sa première victoire depuis très longtemps. Hein, il y avait eu plusieurs mois avant qu'il n'arrive à remporter une course sur le championnat IFRN. La dernière victoire remontait à un peu plus d'un an, si je me souviens bien. En 2018, de mémoire, pendant Kansas, je crois. Ouais, fin 2018, quelque chose comme ça, je crois. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'était relativement loin. Alors j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder ce soir sur le chat des différents flux, hein, puisque vous pouvez retrouver ce flux sur YouTube et sur Twitch. En fonction de là où vous vous trouvez. Et sur YouTube, vous avez deux endroits pour le regarder, puisque vous avez le flux directement sur la chaîne de la NASCAR Whelen Euro Series, mais également on salue tous ceux qui nous regardent sur le canal habituel de la chaîne Paddock TV. Alors 4 minutes avant la fin de cette séance de qualification, et eh bien on peut voir cette numéro 22 d'André Castro, qui nous a fait forte impression la semaine dernière. On se souvient qu'André Castro, il était parti je crois qu'il s'était qualifié sur la deuxième ligne de mémoire, en 4e place. Mais il avait eu un petit souci au départ, et s'était retrouvé rapidement à 5 tours. Et il avait réussi à terminer à 1 tour. Ce qui est quand même une sacrée performance, arriver à remonter 4 tours. On n'avait pas eu... On avait eu de belles performances de certains pilotes des NASCAR Whelen Euro Series, que ce soit André Castro, que ce soit Ben Creanor. On a vu de belles choses. On a vu Alon Day aussi, qui avait fait une belle course jusqu'à cramer les pneus en fait. Ouais, on perd un peu le rythme. On l'avait un petit peu aidé à sortir dans le mur aussi, je crois. Ça avait ferraillé avec, je crois que c'était la 20 d'Yacine Barnac. Ça avait ferraillé au niveau de la ligne d'arrivée, et puis malheureusement... Et puis il y avait eu un bug du jeu, je crois qu'il avait pris le seul endroit dans le mur où il fallait pas. Oui, puis il est resté planté. Collé, hein. Ouais, il avait pris une décelle d'une valeur assez impressionnante en G, je pense, si on devait la calculer. Mais aucun pilote n'a été blessé, et c'est le principal. Donc André Castro qui mène les débats pour l'instant. Le deuxième au chrono, c'est Mickaël Cadot, qui se cache dans la voie des stands. Alors Mickaël qui ne roulera pas sous son numéro habituel, hein, il aura le numéro 20 justement aujourd'hui. La numéro 24. Il y a 5 dixièmes quand même entre les deux premiers. Ce qui peut paraître conséquent, faut quand même pas oublier que c'est un tour qui fait un peu plus de 2 minutes 10. C'est raisonnable. C'est raisonnable, ouais. Ça commence à être une belle marge, mais bon, le tour fait 2 minutes 10. Ouais, ça fait un peu plus de... Enfin, presque 3 dixièmes à la minute. Ouais, ça commence à faire une petite marge. Alors, oui. On va voir ce que ça va donner. Salut à la VRX TV, Christophe Voisin, Arthur Lehoucq, salut Fred. Donc on va voir ce que ça va donner. Pierre Verne, 3ème, qui est de nouveau en piste. 3 soirs de suite que l'on croise Pierre Verne sur la piste, hein, puisque hier il était avec nous à Indianapolis dans une Dallara. Le jet fonctionne bien pour Pierre. Ouais, c'est... Le confinement, il connaît pas trop. Bristol, Indianapolis, Watkins Glen. Road America, pardon. Road America, ouais. Ça va, c'est sa visite du pays. Loris Esmans, 4ème pour le moment, au chrono. Oui, 5ème Arthur Lehoucq. 5ème Arthur Lehoucq. Et ça sera le dernier pilote à moins d'une seconde de la voiture de tête. Hein. Oui, Arthur Lehoucq. Il y a encore un gros gap, hein, puisqu'il met 3 dixièmes au pilote qui le suit. Jeffrey Roffen. Alors qui sort justement du carrousel, hein, Jeffrey Roffen. Ce long virage à droite, on vous fera un petit passage en caméra embarquée. Où ça survire un peu là, hein, quand même. Je pense que ça peut être assez drôle, ce très long virage à droite
avec ses voitures. Complètement. Jeffrey Ruffen qui a perdu une place au profit de Bavo Fallon. Fallon qui vient de se placer dans la voie des stands. Il y a 1 seconde et 3 centimes du meilleur. Et ça tape fort pour la 54. 54. 54 de Julien Jean. C'est ça. C'est l'un des nouveaux pilotes justement que l'on n'a pas l'habitude de voir et qui a réussi à gagner sa place hier. Et on va partir dans la séance de qualification. Effectivement. Alors, qui va être le premier en piste? Qui va être le premier à rouler? Je crois que c'est Guillaume Hénaud. Non. Ben Créanor. Il y a... non. Je ne sais pas. Enfin, Guillaume Hénaud fait partie des premiers à être sortis en piste, mais ce n'est pas le premier. Ouais, c'est la 58 la première. Partie pleine cale. Où elle est? La numéro 58. Stefano Guastavegli. Ouais, je crois qu'on a bugué tous les deux sur le nom. Ah, on ne les connaît pas, on fait attention avant de les prononcer pour pas trop les écorcher. C'est quand même mieux. Allez, on va suivre cette voiture pour son premier tour. Et pendant ce temps-là, eh bien moi j'allais regarder où roule Julien Jean par exemple. Et Julien Jean, eh bien il roule en Innovax Studio IFRN Access Series. Hein. Il a fait les 8 courses du début de saison pour l'instant. Peut-être un pilote que l'on verra dans une saison ultérieure. Allez, cette voiture 58 qui sera la première à passer la ligne. On va attendre le passage dans les derniers virages et on va essayer de passer. Oh là là, le contre-braquage. On va essayer de faire ce tour en caméra embarquée avec Stefano. Ça chauffe un peu les pneus, je crois. Hein. Et on a mis 15 minutes de qualification, le tour étant tellement long ici. Il faut se donner un petit peu de sécurité. Alors, pour situer un peu Road America, Adrien, je ne sais pas si tu vois où c'est. C'est par là-bas. C'est dans le Wisconsin, c'est paumé dans le Wisconsin. Enfin, de toute façon, le Wisconsin, en fait, déjà de base, c'est pas un état très ce qu'il y a de plus peuplé. Pour te donner une idée, on est pratiquement sur les bords du lac Michigan. Ok. Et on est à mi-chemin, en fait, entre Milwaukee au sud et Green Bay au nord. Pour te dire à quel point c'est paumé. Dans la forêt, et des prairies à perte de vue, voilà. Ça bouge quand même pas mal. Hein. On a vu Stefano là arriver dans le virage numéro 3. En bas de la descente là et sur les freins. En bas de la descente, c'est le 5 en fait, parce qu'aux États-Unis on compte tous les bouts de morceaux de virage. Dès que c'est pas droit, ça compte comme un virage. Ah, bah moi je compte à l'européenne. Faut que ça tourne à plus d'un certain angle pour commencer à dire que c'est un virage. En fait, si tu veux, donc tu as le virage 1 qui est au bout de la ligne droite des stands. Ouais. Ensuite, tu as le virage 2 qui suit, qui est l'autre qui est dans le milieu en fait de la petite ligne droite. Ouais. Tu as le virage 3 ensuite, qui est une marqué, grosse cassure à droite. Juste après le pont, enfin, sous la passerelle, c'est le 4. Et tout en bas de la descente avec les graviers au fond, c'est le 5, le gauche. D'accord. Ensuite, tu as le 6 qui est un autre gauche. Le 7 qui est à droite, le 8 qui est à gauche. Le carrousel, c'est le 9.
Et ensuite, tu as 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, on va arriver au bout du premier tour avec Stefano. Ouais, on est bien obligé de ralentir l'auto hein, pour aller l'inscrire au point de corde. Et ça sera donc le premier à faire un tour. Eh non, on a Arthur qui a déjà fait un tour. Arthur Lehoux en 2,10 750. 749. Ah, on a le fameux millième. Ouais. On a le fameux millième. Alors, je pense qu'il y a dû avoir une légère morsure de bordure pour la numéro 58. Parce que le tour n'a pas été validé. Attends, je vais aller voir ça, je vais te dire. Je suis pas sûr que tu puisses le voir ça, mais le tour n'a pas été validé. Il n'a pas de position, donc le tour n'a pas été validé. Et pour l'instant, eh bien le troisième c'était Guillaume Hénaud. Il y a Pierre Verne qui s'est inséré en deuxième place. Bavo Fallon troisième. Donc le quatrième, allez, c'était Guillaume Hénaud. Thibaut Leflemme et cinquième. Ben Créanor récupère la cinquième place. Oh oh oh. Et ça vient heurter le mur. Pour Ben, là c'est les mécanos qui sont contents. Il va y avoir un peu de réparation. Allez, Thibaut Leflemme, donc 8ème. Du coup, c'est Giorgio Maggi qui s'est inséré en 5ème place. André Castro qui a fait la deuxième. Qui a pris la deuxième place. Alors, je viens de faire le tour en accéléré avec la 58. J'ai rien vu d'exceptionnel. Ouais, mais je pense qu'il y a dû avoir... Des fois, c'est pas forcément très, très important, la coupe. Mais... Il y a peut-être eu un moment, oui, de roue dans l'herbe. Ouais, des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose. Mais... Ouais. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Ulysse Delso, là, qui s'élance aussi. Qui est dans un tour de chauffe. Ouais, je pense qu'il va s'arrêter. Non, il laisse passer Ulysse. Alors je pense que ce virage numéro 5, il va falloir qu'on essaie de ouais, va falloir qu'on essaie de poser une caméra à un moment donné parce que il y a des chances pour que dans les premiers virages ça soit un peu serré, je pense. Ah, oui, de toute façon, le virage 5 est connu et reconnu. À Road America, ça a souvent été le théâtre d'incidents de courses et parfois d'incidents diplomatiques quand même un petit peu. Hein. Je me souviens de certains pilotes qui étaient un peu chauds. Il y avait eu des histoires notamment avec un certain Jacques Villeneuve, pas le citer. On ne citait que lui en fait. Ouais, ça peut très vite dégénérer dans ce virage. En même temps, c'est propice. Hein. C'est un 90 à gauche en descente. Le freinage est compliqué à trouver. Et en fait, quelle que soit la série, parce que là, on parle NASCAR, mais avec les monoplaces de l'IndyCar, c'est la même chose en couleur. Allez, est-ce que tout le monde a un chrono? Non, Tobias Doenauer n'a pas de chrono. Ulysse Delso qui s'élance dans son premier tour chrono. Allez, on va essayer de faire le tour avec Ulysse. Il nous reste 6 minutes. Je pense que soit il arrive à enchaîner plusieurs tours, soit ça sera son unique tour. Il aura peut-être le temps de faire une deuxième tentative. Mais... ouais, ça va pas se jouer à beaucoup. Hein. Il aura pas beaucoup de temps, Ulysse, pour faire une deuxième tentative. Il va devoir enchaîner, je pense. Oui, parce que contrairement à la vie réelle,
dès que le chrono est arrivé à son terme, ça coupe. On finit pas le tour. Ouais, il y a très peu de délai, ouais. On a quelques secondes, mais... Hop, 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 devant, c'est allé un peu loin. Disons que si on est dans le dernier virage, ça passe. Même pas, Mais, je crois. mais c'est tout. Ouais, t'as même pas le temps d'arriver jusqu'à la ligne, c'est dans le dernier virage. Je pense que si t'as peut-être 1 ou 2 secondes, mais pas plus, quoi. Allez, hop. Petit virage à droite. Et là, on va arriver dans... le fameux fer à cheval. La passerelle Speedville, la célèbre. Et c'est ici. Virage très compliqué. On doit garder la corde. Faut pas trop en mettre, sinon on peut détruire ses pneus. Et puis la remise de gaz en sortie est quand même assez importante. Ici, pareil, En fait, on essaie de prendre des risques un peu. je suis en train de revoir la configuration du circuit. J'ai dit une bêtise, il n'y a que 14 virages. Et le carrousel, pour te dire qu'il tourne tellement, ça compte comme 2 virages, le 9 et le 10. Ils ont découpé le virage en 2 sous-virages, d'accord. Ouais, c'est ça. Carrousel, c'était trop long. 9 et 10. Allez, Et on va... après, la ligne droite qui est courbée, il n'y a pas de virage pour une fois. La ligne droite qui est courbée. La ligne droite qui est Kettle Bottoms entre le virage 11 qui est après le carrousel et le Canada Corner, le virage 12. D'accord. Le virage des Canadiens. Allez, le chrono pour Ulysse. Eh bien, je pense que, pareil, il doit y avoir une petite coupe. Et je crois savoir où elle est. Je pense qu'elle est après la passerelle, après le virage 5. À un moment, on l'a vu mettre une petite roue dans le sable. Et Ouais. je pense que ça a suffi pour que la direction de course considère qu'il y ait un hors-piste. Des fois, il y a des circuits, la direction de course est très sévère, d'autres elle est un peu plus clémente. Et visiblement ici, il ne faut pas trop faire d'erreur. Alors c'est pas ici. Je crois que c'est après. C'est à la sortie de ce virage à gauche. Là, il y a un peu de sable sur l'extérieur. Ici, là, voilà. Et là, tout à l'heure, il a mis une roue dans le sable après le vibreur. Et je pense que c'est ici qu'il a dû avoir une... À la sortie du virage 5, c'est ça? Après la passerelle, le gauche. T'as un peu de sable après le vibreur. En fait, tu vois que l'herbe a été enlevée. Et si tu passes là, je pense que le jeu te met une pénalité. D'accord. Ah, attends, et on va essayer d'aller... Je vais essayer d'aller visualiser en fait pour... Ah, Nicolas nous dit que c'était après le carrousel, il a mis les 4 roues dehors. Après le carrousel, il y a de l'herbe partout, il y a un vibreur, mais je suis pas sûr qu'on arrive à y mettre les 4 roues quand même. C'est possible. Ah, moi j'avais noté le petit passage dans le sable, alors ça peut peut-être être aussi après le carrousel. Et ça m'a pas choqué dans le carrousel. Allez, hop, 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 hop. Et il a récupéré la voiture, Ulysse. Plutôt bien joué. Allez, c'est dans le virage 5. Ah non, même pas, Alors, je suis les tours. Le virage 5, tu peux sortir relativement large. Hein. Oui, et là, je pense que là, ça t'embête. Là, le jeu peut t'embêter. Tac. Ah. Arthur Loop qui a le meilleur temps qui s'arrête. André Castro, deuxième. Et si on faisait un petit pronostic, mon cher Geoffroy, pour la victoire ce soir, qui verrais-tu gagner ce soir? Un des 36 pilotes. Ouais, mais il me faut un nom et un numéro. Si possible, un numéro qui corresponde au nom. Ah oui, d'accord. Ouais, allez, je vais encore pronostiquer un pilote NASCAR Wellen Euro Series. Je vais dire André Castro sur la numéro 22. André Castro sur la 22, l'homme de la remontée formidable à Charlotte. Et ben moi je vais être petit bras.
Mais je vais jouer Arthur Le Hook. Petit bras, petit chocolat. Petit bras, petit chocolat. Mais Arthur Le Hook, je sais pas si tu te souviens de la saison du US Racing l'année dernière. Si, bien sûr. Et il avait gagné un ticket sur un routier pour les playoffs. Oui. Mais c'était aussi un pronostic. Enfin, voilà, mais bon. Allez, qu'on se partage. Je sais très bien que tu préfères les pilotes de l'IFRN aux pilotes NASCAR Willen Euro Series. Oh, tout de suite. Tout de suite, il crée des clans. Ça, c'est moche, je te dire. Ça, c'est moche. C'est très très moche. Mais surtout que c'est pas vrai. Créer les clans. Non, mais par contre, j'ai ouï dire que le pilote de la 66 était plutôt affûté hier soir, donc potentiellement, ça pourrait aller très vite. Et la séance de qualification est terminée. On connaît son potentiel sur les circuits routiers. Hein. Tu as parlé de l'année dernière. Ou non, il y a 2 ans même. L'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, il avait aussi fait quelques étincelles, mais il n'avait pas gagné de course. De course, je crois. Ouais, il n'avait pas eu de ticket. Alors, attends. Quel cadeau qui va rentrer au stand. Créanor, est-ce qu'il va en terminer? Finalement, du dernier virage, tu as le temps de passer la ligne. Oui, parce que là, ils ont remis 3 minutes 10 en fait à l'issue des qualifs. D'accord. Ah, c'est peut-être quelque chose que tu peux régler sur le serveur. J'en ai jamais paramétré, donc c'est pas très bien. Hugo de Betz dans la voie des stands. Bertrand Fourniret. Fourniret qui est son numéro 6. Et qui rentre au stand. Tobias Doiner 15ème. Jean-Baptiste Charles. Charles, il est où? Il sort. L'année dernière, Arthur Le Hook, il avait gagné à Martinsville. C'est Martinsville. Alors, c'est il y a 2 ans qu'il a gagné sur un routier? Non, attends, non, je confonds. Il a gagné à Martinsville, je t'ai dit. L'année dernière, sur le routier. Non, t'as raison. L'année dernière, il a gagné à Martinsville et il a perdu son ticket suite à la course de Sonoma. C'était pas Sonoma, c'était le Glen, je crois, justement. Il a perdu son ticket sur le Glen parce qu'il y avait eu un accrochage, etc. Allez, Jean-Baptiste qui en termine, Gary Dumont qui est déjà arrivé, Joël Van Pratt qui ne pourra pas repartir. Et il nous reste plus personne en piste, c'est terminé. Séance de qualification terminée. Et on va en profiter pour balayer la grille de départ. Première ligne, Arthur Le Hook, André Castro, Pierre Verne sur la seconde ligne aux côtés de Bavo Fallon. Et sur la troisième ligne, on va retrouver Loris Ezemans et Guillaume Hainaut. Quatrième ligne, Giorgio Maggi aux côtés de Michael Cadot. Ben Créanor et Hugo de Betz sont sur la cinquième ligne. Sixième ligne avec Thibaut Leflemme et Geoffrey Ruffen. Septième ligne, Bertrand Fourniret et Jean-Baptiste Charles. Ils seront suivis par Gilles Châtelain et Tobias Doenauer. En 9e ligne, on retrouvera la 8 d'Anthony Raphaël, suivi de la Ford de Gary Dumont. Joël Van Pratt et Justin Kunz sur la 10e ligne. Julien Lavoine avec Simon Pilate sur la 11e ligne. Michel Leverans et Stiennes Longin sur la 12e ligne. Patrice Langlais et Paul Mazière sur la 13e. Julien Jean et Ulysse Delceau sur la 14e ligne. La 15e ligne pour André Vigold et Yevgen Sokolovski. Ander Villarino a le 31e et dernier temps de ceux qui ont roulé pendant les qualifications et donc non pas de temps. Jacques Récan, Jean-Philippe Chrétien, Francesco Garisto et Stefano Goasteveglier. Ougli.
Allez, voilà pour la grille de départ. Et on a un peu plus de 8 secondes, presque 8 secondes et demie en fait entre le meilleur chrono et le moins bon chrono de ces qualifications. C'est un écart relativement important, je trouve. Bah oui, 8 secondes et demie sur 4 miles, ça fait 2 secondes et demie ça fait 2 secondes au mile, en gros. Oui, t'imagines qu'à Martinsville, t'es à 1 seconde, quoi. Ou à Bristol. Ça fait beaucoup. Le top 10, pour vous donner une idée, est en 1 seconde 5. Et les 7 premiers sont dans la seconde. Allez, il va nous manquer une voiture. Ça y est, je pense qu'on l'a eu. On retrouve notre pick-up. Safety car. Allez, on est parti pour un tour derrière la voiture de sécurité. On va pouvoir découvrir le tracé, Adrien, à vitesse réduite. Tu veux cueillir une fleur ou... Ah non, mais pour présenter un petit peu le tracé correctement, quoi. Eh bah c'est parti. Enfin, c'est un circuit routier assez long, donc là on est arrivé dans le premier virage qui sera l'une des opportunités de dépassement sur ce tracé. On part ensuite dans une belle descente en vue du virage numéro 3. Là on devrait être beaucoup plus limité en termes de dépassement, mais par contre là arrive le virage des polémiques, je te le dis déjà. Hein, parce qu'on a combien de tours de prévu sur ces 25 tours, mais ça va comment, ça va se doubler dans ce virage 5. Et non, je suis bien en live, Adrien. Tu es sûr? Mais là on est dans la cassure du 4. On est dans la cassure du 4, en effet. Et top, le virage 5 en bas de la descente. Exactement. Top à la vachette. Et top à la vachette. Exactement. Ensuite, après ce virage 5, on a de nouveau un virage à gauche, le 6, qui ne devrait pas forcément permettre de dépasser, mais sait-on jamais. Ensuite, une cassure rapide à droite pour le virage numéro 7. On est un peu dans la partie, on enfile un petit peu les virages, le 8 et le fameux carrousel, virage 9, virage 10, qui est très très compliqué. Il faut tenir la voiture pendant un long moment. Ça va être un exercice sympathique, Adrien. On devrait avoir de belles choses dans ce carrousel aussi. Ouais, je pense qu'après quelques tours et une gomme un peu usée, ouais, ça peut compliquer la chose. Ensuite, le kink en virage 11. On voit qu'on a un peu de monde derrière. Hein. Ouais. Ça risque de jouer un peu des coudes dans les premiers virages. Effectivement. Le Canadian Corner, c'est celui-ci, le virage 12. On laisse un petit peu prendre quelques longueurs d'avance à la voiture de sécurité. Ouais, parce que là, il reste 2 virages. Et ça va être le départ avec cette ligne droite des stands en montée.
Et ça va être parti, c'est Arthur Lehouk hein, qui a fait la pole position, qui va donc mener le peloton au drapeau vert. Ah, on voit que la 24 est... Il se fait chatouiller le pare-choc. Par Loris Hesmans. Oui, Exactement. Allez, ça ferme un peu les portes. Et on est parti pour 25 tours. A priori, ça passe bien pour tout le monde. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Et attention, ce fameux virage 5. Oh, c'est qui déjà qui s'est loupé au freinage là? La 18 de Giorgio Maggi. Oh, la 10 en travers. Ulysse Delso. Ouais, la 10 qui est partie en tête à queue. Et je crois que c'est la 27 de Jacques Récan hein, qui n'est pas partie. Et derrière, on a aussi la 48 qui est endommagée. La 58 est dans les stands, elle n'est pas partie. Pas de drapeau jaune sur cette course, Adrien. Non, non, On est pas de sur un drapeau circuit jaune. routier. Et on voit que déjà pour... Oh, ça a touché avec la 199 dans le carrousel justement. La 199 c'est Justin Kunz. Je ne sais pas s'il va pouvoir aller plus loin. on va regarder ce qui s'est passé. Il a été déstabilisé. Ouais. C'est la 17 de Gilles Châtelain qui a été... embrassé l'arrière du pare-choc. Ça va pouvoir continuer quand même pour Justin Kunz qui s'est fait un beau petit rodéo dans le sable. Et qui a repris la piste avec une dizaine de places de perdu. Allez, et au passage de la ligne, Arthur Lehouk, André Castro, Pierre Verne, Bavo Follon et Loris Hesmans complètent le top 5. Michael Cadot, Guillaume Henault, Ben Creanor, Jeffrey Roffen et Hugo Debetz complètent le top 10. 11e, on va retrouver Thibaut Leflemme, suivi par Giorgio Maggi. Jean-Baptiste Charles est 13e, devant Tobias Douaner et Bertrand Fourniret complète le top 15. Anthony Raphaël est 16e, suivi par Gary Dumont. Derrière, on retrouve Gilles Châtelain, Simon Pilate est 19e. Et le 20e, c'est Michel Avrans. 20e, on va retrouver la 55 de Joël Van Pratt qui devance la 99 de Patrice Langlais. Paul Mazière, également un pilote qui roule chez Yeferen et qu'on n'a pas beaucoup vu. Il roule en rookie series, Paul, je crois. Qui est 22e. Jean-Philippe Chrétien, qui est également là depuis 3 soirs de suite. Hein. Il était aussi à Indianapolisière avec Pierre. Ils ont partagé le même jet. Francesco Garisto, avec son numéro 37 et 24e. Ah, Bertrand Fourniret, on le retrouve. Je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur pour Bertrand Fourniret. Julien Jean avec... là à l'arrière, par contre, on a des voitures un peu chiffon. Je pense que ça a dû frotter pour certains. Stienne Longin, 27e. Julien Lavoine derrière, 28e. Ander Villarino, 29e. André Wigold, 30e. Justin Kunz, 31e. Yevgen Sokolovski,
Suzuki. Ouais, je suis pas sûr En d'avoir fait. bien prononcé. 32e, Ulysse Delso est dans les stands, il répare. Il est 33e et Stefano Guastaveglier 34e. On a Jacques Répan dans les stands qui n'est pas parti. Et ça a chambré un petit peu avant le départ de la course sur le chat du jeu. Vas-y, Adrien, vas-y. je pense que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Patrice Langlais qui a demandé combien il y avait de Fast Repair et de Weatherland pour cette course. Ça, je crois que ça troll. Un petit peu. Ouh, Loris Evans qui a pris bien à l'intérieur là de. Il est pas le seul d'ailleurs. On a eu quelques petites projections d'herbe et de terre. Mais heureusement ça reste sur la piste. Alors comment ça se passe devant? Eh ben, Arthur Loup qui a pris une petite seconde d'avance après 3 tours. Ouais. Après 2 tours complets. Sur l'eau qui s'échappe tout doucement. Et j'ai peur que s'il s'échappe un peu trop, On ne le revoit pas. on ne le revoit pas. Après, va falloir aussi gérer ses arrêts au stand sous drapeau vert. Ouais, c'est. Avec Arthur, les arrêts au stand, pas trop. Je pense que il est peut-être plus sensible à la pression quand il a du monde derrière, devant, mais quand il arrive à prendre un peu d'avance, à se mettre un peu à l'abri, qu'il a pas trop à regarder son rétro, il est quand même difficilement prenable. Ça devrait Arthur. se faire en un seul arrêt. Trop d'Américains. Alors la question de l'arrêt peut être complètement justifiée parce que Oui, peut-être que si on économise un peu de fuel, on pourrait essayer de la faire sans s'arrêter. non. Ça me paraît compromis. On verra. Faut pas oublier que le tracé fait 4 miles, ça fait 25 km, ça fait 100 miles. Ça fait 160 km, ça fait beaucoup. Oui, on a eu quelques déconnexions, Stiennes Longin, Ander Villarino et Gary Dumont. Ah, ils sont 3 à avoir été déconnectés. Alors du coup ça va permettre aux pilotes qui étaient un petit peu distancés de récupérer quelques positions, notamment Stefano Guastaveglier. Ouh, c'est parti large. C'est parti très très large, une voiture bleue et blanche. C'est Ben Cranor, je pense. La 38 9ème. Ouais, la 38, c'est Ben Cranor. Parti très très large dans le virage 7. Eh ben on va regarder ça. On est au virage 5. Il était derrière Guillaume Hénaud, qui roule aussi en Toyota. Au passage. Daniel Orban, s'il est déconnecté. Daniel. Oh ouais ouais. Oh oui, la 38 là ça a joué du volant pour la tenir sur la piste. Bon contrôle. Alors, on a un petit peloton qui s'est formé pour la 9ème place justement, qui est emmené par Ben Cranor 9ème. Il est suivi par Hugo de Betz, Giorgio Maggi et Jean-Baptiste Charles. Ander Villarino et Gary Dumont qui sont toujours dans les stands. Et je pense que pour Gary ça a dû taper parce que il a ramené la voiture au stand je pense et il a dû quitter le stand. Oui, c'est fort possible. Comme il n'y a pas de danger, on va forcément aller embêter les pilotes.
Oh bah tiens, la 38, non 38, 39, je sais plus, qui est encore parti au large dans le virage 5. La 39, c'est Jean-Baptiste Charles. Non, c'est la 38, pardon, c'est Ben Klaner. Ouais. Là, du coup, maintenant, il est un petit peu sous la pression de Thibaut Le... Non, Non, c'est Tobias Dauenauer, Thibaut Le Flemme. Tony Raphaël et Gilles Châtelain. En fait, on a des petits groupes de furieux un peu partout. Ouais, on a des petits groupes qui se forment un petit peu partout. C'est ça. Les écarts se creusent, mais on a réussi à avoir des groupes de 2, 3, parfois 4 pilotes. Oh, entre Loris Hezman, Michael Cadot et Guillaume Hénaud, ça... Non, Bavo Follon, Michael Ouais. Cadot, Loris Oh, Hezman. Michael Cadot qui Tout droit. a été un peu court sur les freins. Il a freiné au panneau trop tard et il a été visiter le bac à sable. Ouais. Et là, par contre, il perd pas loin d'une quinzaine de secondes, j'ai l'impression. Hein. Là, il est sous la menace de Giorgio Maggi. Il va passer sur l'élan. Jean-Baptiste Charles qui prend Hugo Debets à l'intérieur au premier virage. Pour quelle place? Pour la 10e place. Oh, Jean-Baptiste Charles qui va tondre un peu la pelouse à la sortie du virage numéro 3 du coup. Oui. Et les erreurs coûtent très très cher. Hein. Petite erreur, on perd 3-4 places. Hein. C'est relativement serré. Oh, ça va jouer de la portière. Oh, ça va jouer de la portière avec la numéro 150. Pas encore. Faut faire attention avec Jean-Baptiste Charles parce que il aime bien jouer avec ses portières aussi. Hein. Oui, Tobias Dauenauer. J'ai vu présenter Jean-Baptiste Charles. Ouais, mais là il était battu, Jean-Baptiste. Il a fait une petite erreur, ça a permis à Tobias de se mettre à côté. Et dès l'instant où il était à côté, il était battu. Alors on a un petit groupe aussi qui se forme à l'arrière pour la 21e place. Le dernier de ce petit groupe, ça sera Jean-Philippe Chrétien. Il est maintenant à plus d'une seconde de Julien Lavoine qui est devant. Oh, le travers de la 18 de Giorgio Maggi face à Michael Cadot, c'était assez exceptionnel. On a eu un travers. Ah, un travers de port. Un travers de port. Ouais. Bah, je me demande si c'est pas le virage des Canadiens, le virage. Ouais. Ouais. On l'a vu contre-braquer un peu. Allez, je retourne à l'arrière du peloton avec Jean-Philippe Chrétien qui a donc Julien à l'avoine désormais à 7 dixièmes. Hein, il est un petit peu remonté. Et devant lui, oh bah Julien Lavoine justement là qui est en bataille avec la numéro 30 de Michele Avrans. Ouais, par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit avantage là sur la numéro 30. Est-ce qu'on aurait une voiture un peu abîmée sur la 44 qui a fait qu'on avait un peu moins de puissance ou pas? Et ça glisse hein, sur la 30. J'ai l'impression que on s'ennuie pas derrière le volant là. Hein. Oh le petit push! Le petit contact de Julien sur Michele Avrans. Allez, côte à côte les deux voitures. Ça passe pas. Il n'y a pas un troisième qui va se mettre au milieu. Au virage 6 peut-être. Et la 44 qui va perdre une position.
On voit Julien Jean derrière là avec une voiture un peu amochée. Allez, on va revenir aux avant-postes avec Arthur Lehoucq. Arthur Lehoucq, André Castro et Pierre Verne qui ont oublié le reste de la concurrence. Ouais, mais par contre, Arthur Lehoucq, il a été rejoint. L'écart était plus important tout à l'heure. Là, il y avait 1 seconde 4 sur la ligne. Bah, il n'y a plus que 5 dixièmes. Ouais. Aurait-on eu une petite erreur de la numéro 66? Attends, je vais essayer de refaire le dernier tour d'Arthur en C'est caméra. quasiment certain, puisqu'on a un dernier tour effectué en 2.14.2 pour Arthur Lehoucq, un 2.13.3 pour André Castro et le même chrono pour Pierre Verne. Par Alors, contre, j'essaie le quatrième est en couper là. 13.9. Ouais, il était un peu large dans le 6. Il avait eu un... Non, il n'y a pas eu d'erreur particulière. Hormis le fait d'être large dans le virage 6, et il y avait eu un petit peu avant un retardataire qui l'a peut-être un tout petit peu gêné. Maintenant... Et ça revient quand même assez fort sur les freins pour André Castro, j'ai l'impression. Ah hein. oui, oui, oui. Eh ben, André Castro, s'il n'attaque pas maintenant, ça devrait le faire là pour André dans les tout prochains tours, et même Pierre. Ça pousse à la sortie du 5 là pour André Castro. Non, pas le 5, le 7. On est dans le carrousel. Sur la défensive, clairement, Arthur Lehoucq. Ouais, et... André Castro, en fait, André Castro, il est entre deux feux parce qu'il doit attaquer Arthur, mais il doit aussi défendre face à Pierre. Après, oh, par contre, on a un retardataire devant. Ça revient très très fort au freinage pour André Castro. On a l'impression que dès qu'il y a de la vitesse, l'avantage revient pour Arthur. Je sais pas si tu as le même sentiment, Adrien. Par contre, il se bat avec le volant, Arthur. Ça bouge dans tous les sens. Est-ce qu'il aurait pas un petit peu grillé ses pneus, Arthur, en mettant peut-être un peu trop au début, en essayant vraiment de creuser un écart vite, en sollicitant peut-être un peu ses pneumatiques? Le problème, c'est qu'on a fait qu'un tiers de la course. Il faut encore tenir au moins 3-4 tours avant de s'arrêter. Hein. Attention à la météo. Tout à l'heure, on a démarré, on avait une piste à 30 degrés. La piste est désormais à 38 degrés. Ça chauffe. Oui. Ça chauffe dans la forêt. Et si ça continue de grimper, on pourrait se retrouver avec une adhérence relativement dégradée et des pneus qui se mettent à monter très vite en température. Et si on s'amuse à trop glisser, eh bien, ça pourrait s'avérer difficile et contre-performant en fin de course. Ouais, il ferme les portes. Ça a raté le freinage quand même du 5. Hein. En même temps, il y a un retardataire, c'est la 37 là, qui se fait prendre un tour supplémentaire. Francesco Garisto. Ouais, c'est ça. Et Pierre qui en profite pour attaquer André Castro. Mais ça ne passe pas. Il est à l'extérieur. Il a repris un peu d'avance pour lui. Un petit dixième. Dans cette partie rapide là, il est performant, Arthur. Il attaque en fait, il n'y a pas de place au relâchement. Et le moindre freinage, là on est dans le virage des Canadiens, ça revient fort derrière. On sent quand même une certaine instabilité sur la Camaro 66 d'Arthur Lehoucq au freinage. Et dans les virages. Allez, ligne droite des stands. On va essayer de se faire
un tour embarqué pour voir le travail au niveau du volant. On voit que ça bouge quand même pas mal, hein. Même en ligne droite ça corrige. Ça corrige. Ça corrige pas forcément, mais il faut quand même s'accrocher au volant. Oui. Bah, la piste est quand même bosselée. Hein. Loin d'être un billard. Corrige un peu en sortie. Salut Pedro. Allez, on inscrit bien l'auto à la corde. On escalade le vibreur. Mais là pour l'instant c'est plus André Castro qui est sous la pression de Pierre Verne qu'Arthur Lehoux que sous la pression d'André Castro. Et on va voir le virage 5. On va voir ce fameux freinage. Et là ça revient fort pour André en général. Et on voit qu'on contre-braque. Hein. Oh, il y a du travail au volant là. Toujours devant pour Arthur qui a mordu un petit peu à l'intérieur. Hein. On a vu la fumée, enfin, le sable être projeté. Allez, le carrousel encore une fois. Normalement, là, le prochain virage, c'est le virage 12. Le Canadian Corner, là aussi, normalement, ça revient fort pour André Castro et Pierre Verne sur Arthur Lehoux. Et encore une fois, c'est le cas. On n'est pas loin du bump hein, pour André Castro. Oh, Arthur qui sort très large. Il a zéro répit, Arthur. Il est sous pression. S'il arrive à tenir comme ça, encore 15 tours, chapeau. Et ça fait 4 tours, hein, qu'Arthur est en 2-14 au tour. Et on arrive quand même à prendre du temps aux autres, hein, puisque Bavo Folon qui était à 6 secondes, le tour d'avant est passé à 8 secondes en 4ème place. Par contre, Bavo Folon, il est seul au monde. Il a 7 secondes de retard sur Pierre Verne 3ème et il a 8 secondes 6 d'avance sur Michael Cadot 5ème. Par contre, après Michael Cadot, il emmène un train lui aussi avec Guillaume Hénaud, Jeffrey Ruffen, Laurie Sesmans et Laurie Sesmans, ouais. Assez sympathique. Le pare-choc arrière d'Arthur a mangé. Il y a eu des bumps. Il y a eu des bumps. Ah, il y a eu des bumps. L'arrière droit est légèrement enfoncé. On va revoir ça. Oui, on a eu des petits bumps. Je pense que sur les grosses phases de freinage, tout à l'heure sur le virage 5, j'ai eu le sentiment que ça avait touché. Je pense que c'est à l'entrée du carrousel. Ouais, on est parti pour un... Ouais, les deux premiers qui rentrent au stand et Pierre Verne qui reste en piste. Donc Arthur Lehoux et André Castro qui se marquent et qui rentrent au stand à la fin du 11e tour. Est-ce que Pierre aura économisé du carburant ? Est-ce que les réservoirs étaient pleins au départ ? Pierre, comment il s'appelle Arthur m'a l'air de rouler sur les emplacements.
sur les emplacements. Ah, ouais, ils sont restés sur les emplacements et non pas sur la voie des stands qui normalement est censée être utilisée. Et ça reste une simulation, je crois. Oui, oui, Ça oui, permet oui. certaines choses qui sont complètement interdites dans la réalité. Et ça ressort dans le même ordre avec le même écart. Par contre, du coup, ça nous met donc Pierre Verne seul en tête. Oui. Et ça va être intéressant de voir s'il rentre sur ce tour ou pas. Bavo Fallon, Effectivement. Et deuxième. surtout, où est-ce qu'il ressort? Où est-ce qu'il Là, ressort? et- Ouais, tout à fait. Parce que là, les deux, ils sont repartis pour nous refaire la même. C'est 45 secondes, a priori, le passage par la voie des stands. Arthur et Ouais. André ont mis 45.3. Oh, il est à l'intérieur, André. Il est à l'intérieur sur le 5. Il a fait le freinage au 5 avec les pneus neufs. Il va être à l'intérieur pour le virage 6. Et ça passe pour André. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que Arthur Va suivre. est capable de suivre et pourquoi pas de répondre à l'attaque. Sachant qu'en quand même sur la fin de son relais, il était plus dans l'optique de se dire qu'il luttait pour sauvegarder ses pneumatiques. C'était bien fait de la part d'André quand même. Hein. Il s'est placé très à propre. droite. Arthur a légèrement élargi et hop, il s'est jeté à l'intérieur. Et Pierre Verne est dans les stands. Alors la question c'est, est-ce que André Castro va se retrouver devant ou derrière la numéro 24 au moment de la sortie des stands? Et ben écoute, réponse dans une vingtaine de secondes. Par contre l'écart avec Arthur se crée un petit peu, hein. On a déjà 1 seconde 5. Allez, la voiture de Pierre est au stand depuis 5 secondes. Je pense qu'il va ressortir derrière. Et hop, on fait les pneumatiques droits. Ouais, la voiture est dans les stands. Ça Oui, repart. elle repart là. Ouais, ça repart troisième. Ça repart troisième, un tout petit peu plus loin, mais on a un tour de moins à faire au niveau des pneus en fin de course. Est-ce que ça va jouer? Je sais pas, Ça les va jouer à ça, je ne sais pas, mais perfos avaient pas l'air très dégradés. On n'avait pas l'air vraiment en difficulté à contre-braquer dans tous les virages. on va voir. Est-ce que Pierre est en mesure de revenir sur Arthur dans un premier temps? Et pour l'instant, c'est Michael Cadot hein, qui mène la course. Alors, il n'est pas passé au stand. Hein. Michael Cadot, Geoffrey Rueffen, Giorgio Maggi, Anthony Raphael et Tobias Doenauer ne sont pas passés par la voie des stands, hein, le top 5. Ça glisse quand même pour Michael Cadot. On sent que les pneus commencent à être assez usés. On donne tout ce qu'on a. Et ça rentre pour Michael Cadot. Ouais, ça rentre aussi pour Geoffrey, ça rentre pour Giorgio. Bah, en fait là le problème c'est qu'on commence à être pour le niveau réservoir. Je crois qu'on est short pétrole, comme dirait l'autre. Alors, je pense qu'on peut aller jusqu'au tour suivant mais il garde plus. Oh, on n'a pas eu une sortie de piste pour la 150 Elle m'a l'air amochée la numéro 150. Alors, attends, on remonte un peu le cours du temps avec la 150. Oh si effectivement il était très lent. Oh oui, ça s'est accroché avec Arthur.
Ça c'est... Oh, pif, Pierre l'a percuté. Pierre a été percuté, la numéro 24 dans le mur. Il a été percuté aussi par... Oui, bah, par la voiture, 150 de par la- Tobias de Hannover. Ouais, et il y a une autre voiture qui l'a Et percuté bah, c'est après. Loris Esmans. C'est Loris Esmans, ouais. Ouais. Coup de théâtre au mi-course. Hein, après. Et la numéro 50 là qui va peut-être un peu moins bien marcher. Ouais. Et du coup ça va faire les affaires de la numéro 22 tout ça. Là, clairement. On va attendre un petit peu là que tout le monde passe sur la ligne pour voir un petit peu les écarts qui ont été créés. Clairement, André Castro est un petit peu le gagnant du 13. Ben là oui, clairement. Et quand on sait que la NASCAR Williams Euro Series lance son propre championnat virtuel d'ici quelques jours, D'ici 2 semaines. ce numéro 22 pourrait être un client sérieux quand même. L'année dernière, il y a 15 jours, il a fait une sacrée remontée assez impressionnante sur un ovale. Oui. Sur un routier, il se débrouille plutôt bien. Alors on n'a pas tout le peloton de la NASCAR Williams Euro Series, mais on en a quand même une grande partie et il se débrouille plutôt bien. Et si on regarde 3 d'avance hein, sur la ligne pour André Castro sur le hook. meilleur tour en course d'ailleurs, hein. Vitesse moyenne à 175,1 km/h, ça nous donne un tour en 1:11,766. 2-11. 2:11 pardon. 11, il a trouvé un raccourci. 2:11 en effet, 2:11. Et c'est le seul en 2:11. Hein. Ouais. Et est-ce que tu as vu les écarts derrière? Arthur Lehoux est à 1 seconde 3. Ouais. Loris Esmans, il est à 17 secondes. Donc on a complètement perdu Pierre Verne qui d'ailleurs s'est déconnecté. Ouais, suite au contact, on l'a vu disparaître tout de suite. Hein. Ils sont deux en fait en 2:11. Hein. Le meilleur temps au tour réalisé par Arthur Lehoux est 3 centièmes plus lent que celui d'André Castro. Mais ce sont les seuls à tourner en 2:11. Ils sont tous au moins en 2:12. Par contre, c'est Bavo Follon qui pourrait aller chercher la 3e place. Avec Loris Esmans. Ce virage là par contre il est quand même assez tendu hein, là où se sont accrochés Loris et Arthur hein, c'est compliqué de doubler. Par contre ici au virage des Canadiens ça va passer sans problème. Les titrages qui quittent. C'est pas celui-là? Si, mais j'adore le terme. Enfin, c'est le virage 12 en fait, c'est l'avant-dernier virage à droite. Des fois on a des noms de virages. C'est parti. Par contre il s'est envolé hein, Bavo Follon. Il s'est envolé, il a surtout pris 4 secondes sur le dernier tour. Ouais. Sur la numéro 5, 05. Il y a 17 secondes, il a 21 maintenant. Après c'est un habitué hein, d'Iracing Bavo Follon a priori, puisque je vois Oui. que ces statistiques ne sont pas celles d'un débutant ou proches de celles de quelqu'un qui y pratique depuis peu.
Loris Hezman, peut-être, a débuté il y a récemment parce que ses statistiques ne sont pas forcément très importantes. Je vois que Geoffrey Ruffen, lui, par contre, semble avoir un peu plus d'expérience dessus. Est-ce que l'on a d'autres pilotes un peu plus capés sur e-racing? Les pilotes de la NASCAR World Endurance Series, je pense que ce sont peut-être les plus capés. Giorgio Maggi, je pense qu'il débute aussi. À confirmer peut-être en allant un peu plus en détail sur la page de statistiques. On va essayer de regarder. Ouais, il a pas une grosse expérience, hein. Il a quand même quelques départs, mais ça fait 2-3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est sur la plateforme. Une petite centaine de départs quand on les compare au départ d'André Castro qui en compte pas un nombre incalculable, mais presque. Il ne découvre. Il y en a qui ne font que ça, et puis les Américains, ils ont le choix. Ils font des fois des sessions à des heures qui, pour nous, Européens, tombent en plein milieu de la nuit et ont du mal à nous convenir. Ah, si vous voulez faire de la NASCAR sur e-racing, c'est clair qu'il vaut mieux rouler À 2h du matin. à 2h du matin, ou alors c'est d'aller rouler chez Yetferin. Oui. Avec un horaire un peu plus européen. Mais pareil, un Bavo Fallon, je regarde. Alors ça fait pas forcément beaucoup plus longtemps qu'il est sur la plateforme. Hein. Il est arrivé en 2017. Il a un peu plus de départ en course que son collègue André Castro. Pas André Castro, pardon, Loris Giorgio Maggi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Giorgio Maggi. Et c'est Ez Evans aussi que je voulais voir. Et on a Anthony Raphaël qui met la pression à Gilles Châtelain aussi. Et par contre, pour le coup, Loris Hezemans, on peut le classer dans la catégorie des personnes qui débutent vraiment. Puisque. Oui. Qui ont un sacré niveau en réel. Oui, en virtuel, je parle. Hein. Ah oui, Il oui. parle uniquement que du virtuel. Hein. Il avait fait de belles choses l'année dernière au volant de sa numéro 50 en NASCAR World Endurance Series. Sur la plateforme virtuelle, hein, il est arrivé en 2019, mais il a quasiment pas fait de course. Par contre, il a roulé un petit peu plus en 2020. Depuis février. Bizarrement. Et il va nous rester 8 tours avant le drapeau à damier. Donc un gros quart d'heure. La dernière voiture roulante est celle d'Ulysse Delso. 26e actuellement. Ulysse qui, on s'en souvient, en début de cette course, a malheureusement perdu le contrôle de son véhicule au virage numéro 5. Et il a été faire un petit étaqueux au milieu du peloton. Ce qui ne l'a pas aidé à conserver une voiture dans un état
correct. Et Ulysse est désormais 26ème. Il pointe à 5 tours du leader. Et la première voiture roulante devant lui, eh bien, c'est celle d'André Wigold. Que l'on voit ici. Numéro 36. Qui est à un tour. Il était à un tour et il est à 6 secondes de la numéro 30 que l'on a vu tout à l'heure. Et l'Allemand ne pilote pas en Escargot Généraux Series. Comment? L'Allemand André Wigold ne pilote pas en Escargot Généraux Series. C'est le journaliste de la série pour la partie allemande. D'accord. De temps en temps, il pige sur le sens d'essai. C'est plus un pilote que du réel. C'est le sens de ma remarque. Et devant, André Castro, il a 5 secondes d'avance sur Arthur Lehoucq. Je pense qu'Arthur a baissé pavillon. Est-ce qu'il a une voiture peut-être un peu abîmée, Arthur? Pas tant que ça. On va faire le tour de la voiture. Ouais, non. L'arrière, mais c'est pas dramatique. Non, l'avant Non, très légèrement à l'avant gauche, mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Ouais, non, je pense que... Il y a pire. Ouais, la voiture, on peut pas mettre en cause la voiture. On va peut-être se mettre dans le cockpit pour voir si y a un problème. Si on a un problème au niveau de la direction ou quoi que ce soit, mais... Non, le volant a l'air bien droit, donc a priori pas de problème de direction. Est-ce que les pneus surchauffent? Ça par contre, ça pourrait être une hypothèse. Nous sommes à 35 degrés, la température est un peu descendue. Et les arrêts au centre ont fait un peu de mal, ça nous a un petit peu éclaté tous les groupes qu'on avait. Ah, complètement. On avait des groupes parfois de 3 à 4 pilotes, maintenant on a du mal à avoir des groupes de 2. Alors on a Loris Hezmans et Guillaume Hénaud qui sont à la lutte pour la dernière place du groupe 5. Hugo Debetz et Jean-Baptiste Charles pour la 8e place. Et ensuite Gilles Châtelain et Anthony Raphaël pour la 10e place. Voilà un petit peu les différents duos qu'on a dans le top 10. Sinon les écarts sont conséquents. Un petit peu plus loin, on a Patrice Langlais et Bertrand Fourniret qui se battent pour la 15e place. Et Joël Van Pratt et Julien Jean pour la 17e place. Il se laisse pas faire, Loris Hezmans, hein? Eh non. Oh, Guillaume a Déco disparu. Déco pour Guillaume? Pas encore, mais je l'ai vu disparaître. Et toi aussi, visiblement. Donc, Bah oui, j'étais avec lui. Eh non, alors là, on était en caméra embarquée, il est revenu. Là, c'est le coup de stress. Pour les deux, en général. Hein. Autant celui qui est devant que celui qui est derrière. Et il va même se faire attraper par Giorgio Maggi. Non, oh, ça bouge un peu. oh, le freinage de Loris Hezmans. Ouais, il freine très tard, j'ai l'impression, et très fort, hein, Loris. Et Loris, il a plus de capot là, capot moteur. Maintenant, il a pris tout à l'heure la Ah oui, 150. oui, ça. Il a pris la voiture de Tobias au passage.
Ah, Guillaume il met tout là je crois. Hein. Ça bouge énormément devant là. Oh, par contre Giorgio Maggi revient mode très survie. fort. Ouais. Je pense que Giorgio Maggi va passer les deux en fait. Il est sur un autre rythme. Et la bataille en fait elle va se poursuivre entre Guillaume Henault et Loris. Voilà. Ouais. Il s'est déjà débarrassé du néerlandais. Tu crois qu'il va revenir très fort sur Guillaume? Ah oui. Je pense qu'avant la fin du tour c'est doublé. Ouais, Loris clignote aussi. Il reste 5 tours. Hein. Michael nous dit qu'à la fin du premier run, il était à l'arrêt, Guillaume. Hein. Avec ses pneus usés. On va voir. Ah, il a 8 tours dans les pneus, Guillaume. Hein. Je pense que ouais, ça a été un des premiers à piter. Et on a perdu le Geoffrey Rueffen aussi. Hein. On a 430 qui est désormais dans la voie des stands. Il nous reste André Wigold et Ulysse Delso. Ulysse Delso qui ne compte désormais que 4 tours de retard sur André Wigold. Mais comme les deux voitures roulent encore, je pense qu'il n'arrivera pas à récupérer les 4 tours. Il pourra probablement récupérer encore la 20e place. Non, Giorgio Maggi essaye de dépasser Guillaume Henault, mais ce n'est pas passé. Au premier virage. Sûrement, je suis repassé sur la lutte avec Patrice Langlais, Joël Van Pratt et Julien Jean. Pour la 16e place. Julien Jean, il a le pare-choc arrière qui a été refait. Ouais, mais depuis le début de la course, je crois quasiment. Ouais. J'ai l'impression que pour Joël Van Pratt, c'est l'avant quand même. Légèrement. Ouais. Très large. L'arrière un peu hein, pour Joël. Et on a une nouvelle couleur pour la 90. Hein. Sur le championnat, elle n'a pas cette couleur-là. Effectivement. Elle est verte. Par contre, je vais revenir pour la bataille pour la 4e place. Avec Guillaume. Et Giorgio. J'ai l'impression que Loris Sedman, ça clignote de plus en plus. Et ça perd aussi pas mal de temps. Parce que l'aéro à l'avant n'aide pas Loris Sedman. Ben ouais, avec un capot en moins, ça va peut-être un peu moins vite.
Allez, ça a passé pour Giorgio Maggi. Oui, puis Guillaume qui ne résiste pas trop, il va venir se replacer derrière pour sécuriser le top 5. Attention à ne pas trop en faire pour Guillaume en essayant de suivre à tout prix. J'ai l'impression que le rythme de Giorgio est quand même un poil supérieur à celui de Guillaume. Il faudrait pas ruiner ces 22 tours de course déjà réalisés. Et aller faire un petit passage dans la pelouse ou aller embrasser un mur. Pour Guillaume, ça serait dommage. Oh, Papa Giorgio Maggi qui perd le contrôle de son véhicule. Ça va permettre à Guillaume de repasser. Ah, et tout est à refaire, Geoffroy. Tout est à refaire. On va essayer de revoir ce qui s'est passé pour... On peut revoir ce qui s'est passé. Ah, dans le virage 5. Encore une fois. Je l'avais dit, il faut planter toutes les caméras dans le 5. Ah, mais on est obligé de les bouger un peu quand même. Allez, on revoit un petit peu ce qui s'est passé pour Giorgio. On passe sous la passerelle jaune. Et dès qu'on commence à plonger, hein, le pilote appuie sur les freins, normalement. Ouais, alors pourtant on a l'impression qu'il a quand même tout mis. Et j'ai pas l'impression qu'il ait été court sur les freins. Est-ce qu'il s'est raté dans sa manœuvre? Oui, pour moi, il a raté le freinage et part complètement en crabe. Ouais, Et il est quand même bien plus vite que Guillaume Hinault. Il est déjà de retour dans son pare-choc arrière. Allez, on prend la même et on recommence. Ouais, par contre, là, il a peut-être les pneus qui ont chauffé un peu. Hein. Il y a peut-être un tour ou deux où il va devoir calmer un peu le jeu pour permettre à ses pneumatiques de retomber un peu en température. Un tour ou deux, il en reste que deux, quoi, donc... Ah bah, c'est lui qui choisit après. Mais le freinage, encore, il se met encore en travers, pilote suisse. ce qui était valable pour Guillaume il y a un tour, l'est aussi pour Giorgio. Hein. Faudrait pas tout ruiner pour essayer absolument d'aller gratter une position. Ouais, bah là, regarde dans le virage 5. À mon avis, Allez, ça sent le freinage en crabe. Au caméra, moins un des deux. caméra embarquée dans la 18. Comme ça. Ah, il est trop loin pour tenter. Oh, et oh. J'ai l'impression qu'il y a 2 œufs sous la pédale de frein de George. Ouais, je sais pas, mais c'est... Ça gigote au freinage. Hein. Hop là, puis on essaie d'exploiter toute la largeur de la piste. On voit que les petits passages dans le sable n'aident pas forcément à trouver une stabilité au niveau du train arrière. On contrôle, on corrige au volant. Ouais, le fameux fer à cheval. En début de course, on peut peut-être essayer d'en mettre un peu pour forcer un peu sur le pneu. En fin de course, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le sous-virage est probablement un peu plus prononcé. Donc là, on voit qu'on a une piste bien gommée ici. On joue un peu avec les limites de la piste. Et de la voiture. Giorgio nous a refait un travers exceptionnel. Et on est dans le dernier tour hein, pendant ce temps-là. Alors on a toujours... Oui, il reste encore un tour pour ces pilotes. On est toujours dans la bataille pour la 4ème place. Par contre, devant, André Castro, lui, là, il a une valise d'avance. Hein. 8 secondes d'avance, c'est plié. Et même Arthur, hein, il a 15 secondes d'avance sur Bavo Folon. Je vais pas dire qu'en marche arrière, ça passe, mais pas loin. Tout de suite. Allez, premier virage, rendez-vous. Non, ça passera pas au premier virage. Deuxième virage. Non, au 5 peut-être, s'il sort bien là du virage 1, du virage qui reste au contact dans le 2 et au 3, il peut peut-être aller le chercher en bas au 5. Peut-être. Mais bon,
Guillaume va pas se laisser faire, mais là il est quand même il est beaucoup plus proche qu'au tour précédent, Giorgio. Il se décale d'ailleurs. Non, ça passera pas. Je sais pas pourquoi tu rigolais. C'est Mickaël qui nous dit qu'avec l'usure, il a l'impression d'avoir une voiture avec 4 plateaux McDo sous les roues et que c'était rigolo à voir. C'était joli. Hein? Ouais, c'est moche. Les plateaux McDo? Ouais, déjà, de base. Allez, où est le leader? Il sort de l'antépénultième virage. Avant-dernier virage pour André Castro. Le dernier virage. Pour l'instant, il se passe rien dans la lutte pour la 4e place. Je te tiens au courant si jamais faut switcher de caméra. Mais pour l'instant, non. Guillaume est toujours devant. On arrive chez nos amis du virage des Canadiens. Et victoire pour André Castro et la numéro 22. Arthur Lehoucq coupe la ligne en 2e place. Bravo. Oh, le travers à la relance pour Giorgio Maggi. Oh là 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 là. Excuse-moi, je t'ai un petit peu coupé, mais... Oh ouais, mais on a vu que la voiture était bien dans le crabe. Ah bah... Oh Il donne tout. C'est le dernier virage, c'est fini. C'est Guillaume Hinault qui va prendre la 4e place. Quel spectacle de Giorgio Maggi dans les tout derniers tours. Ouais, par contre, on l'a pas trop vu, mais on voit Jean-Baptiste Charles derrière qui revient comme une balle sur Loris Esmans. Il vient de passer la ligne juste derrière Ouais. Loris. Je pense qu'il y avait un tour de plus. Il gagnait au moins une position parce que Jean-Baptiste Charles, il a un dernier tour en 15-0. Là où Ouais. Guillaume et Giorgio étaient en 16-3, 16-9. hein. Mhm. Il était on fire, Jean-Baptiste. Et Hugo Debetz qui a passé la ligne, Anthony Raphaël également, Thibaut Leflemme aussi, Paul Mazière a passé la ligne, Bertrand Fourniret, il est où Bertrand Fourniret? Il est dans le dernier virage, donc Paul Mazière n'a pas passé la ligne. On a aussi André Wigold qui n'a pas passé la ligne, le voici. Paul Mazière qui franchit la ligne en 12e place et Bertrand Fourniret qui en termine avec la 13e place. Julien Jean va terminer. Joël Van Pratt visiblement a allégé un peu son bolide avec une face avant retravaillée. 15e place pour Joël Van Pratt et oh, Patrice Langlais. Nous avons une panne d'essence pour le 16e. Nous avons une panne d'essence. Ça, c'est moche. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un pour pousser la numéro 16? Alors, qui fait un tour? Il y a des pilotes visiblement qui font un tour. Alors je sais pas s'il va arriver à rentrer. La voiture, mais la côte il va pas la monter je pense. On va attendre, on va voir si on a des pilotes qui bouclent le tour. Ou si tout le monde s'arrête. Et Patrice Langlais a remis la voiture au stand. Il ne trouvera personne pour aller le pousser. Il aurait attendu, peut-être qu'il y aurait eu des clients. hein. Là, on a deux voitures qui arrivent. Il aurait peut-être eu des clients. Et en attendant, eh bien, on va découvrir ensemble le résultat de cet événement
de la NASCAR Whelen Euro Series, IFRN Challenge numéro 2. Allez, le résultat d'après-course, eh bien, on va retrouver André Castro qui mène avec 9 secondes 5 devant Arthur Lehoucq, Bavo Fallon est troisième. Le quatrième sera Guillaume Hénaud, Giorgio Maggi cinquième, Loris Esman sixième. Et nous retrouverons Jean-Baptiste Charles en septième position. Gilles Châtelain est huitième. Hugo de Betz se retrouve en 9e position et le top 10 est complété par Anthony Raphaël. La 11e position, si elle veut bien arriver. 11e position, c'est Thibaut Leflemme. Thibaut Leflemme devant Paul Mazière, Bertrand Fourniret et Julien Jean pour la 14e place. Le top 15 sera complété par Joël Van Pratt. Patrice Langlais, quant à lui, est 16e. Simon Pilate est 17e. André Wigold, 18e. Julien Alavoine se retrouve à la 19e place. Et Geoffrey Ruffen est 20e. 21e, c'est Ulysse Delso avec 5 tours de retard. Il n'a pas réussi à remonter, je pense, sur Julien Alavoine, qui a dû avoir un problème, la 44. Michel Avrans termine 22e devant Tobias Denoer, Michael Cadeau, Pierre Verne, Jean-Philippe Chrétien, Ben Créanor, Francesco Garisto, Yevgen Sokolovski, Justin Kunz. Et pour les dernières positions, qui ne vont pas vouloir s'afficher. Gary Dumont, GTD. Gary Dumont est 31e, Ander Villarino 32e, Stienes Longin 33e, Stefano Goastaveglier 34e et Jacques Récan 35e. Jacques Récan n'a pas pris part à la course. Et pour tous les pilotes à partir de Justin Kunz, on était quand même à plus de 20 tours. Donc des problèmes très très tôt dans la course. Voilà donc pour le résultat de cette course. On va essayer d'avoir en interview le vainqueur et peut-être un autre pilote, on verra bien, mais on aura au moins le vainqueur sur la Victory Lane. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
Voilà, alors, visiblement, ça va être un peu compliqué. Attends, qui c'est quoi? Voilà, on va essayer une dernière fois de récupérer André, mais on n'est pas certain de pouvoir l'avoir. Alors, 2 petites minutes encore, s'il vous plaît, et puis on essaie de voir si on peut récupérer le vainqueur. Bon, malheureusement, on est désolé, on ne saura pas faire l'interview du vainqueur. Pour des raisons techniques, tout simplement. Donc, on s'excuse. En tout cas, André, il a fait une superbe course, André Castro. Il nous avait déjà impressionné quand même, énormément, suite à la course sur Oval. J'avais été quand même assez scotché d'arriver à reprendre autant de tours. Il n'y avait pas eu tant de jaunes que ça, mais il avait bien... À l'expérience. Ouais, il avait bien géré ça, et j'avais été assez bluffé. Et puis là, ce soir, il a montré que c'était pas un coup de chance, et qu'il maîtrise vraiment son affaire. Et il avait quand même des grosses pointures face à lui. Arthur Lehoux sur un routier, il sait très largement se défendre. Il a montré qu'il était très rapide. C'est un pilote qui est très très vite sur routier. Il a réussi à prendre le dessus. Et chapeau à André, parce que je trouve que il y a quand même, il a gagné avec une certaine manière et une certaine classe. Voilà, donc j'espère que cet événement vous a plu. C'était le deuxième, ça nous a fait plaisir de pouvoir partager cet événement avec vous. On remercie bien sûr la NASCAR Williams Euro Series d'avoir pu nous permettre de retransmettre cette course. Et puis on remercie aussi l'organisation et les organisateurs et les pilotes IFRN. Parce que ce genre de petit événement, c'est toujours sympa d'arriver à mixer le monde digital et le monde, comment je pourrais dire ça, le monde du pétrole, on va dire. Puisque c'est les deux mondes qui vivent un petit peu en parallèle, mais qui sont complémentaires à différents niveaux. Et ça a été assez sympathique. On voit que ça reste quand même assez sportif. Si on revoit les derniers tours de Giorgio Maggi, on se les remet un peu en tête. On se dit que derrière, il n'est pas en train d'amuser la galerie quand même. Il se bat un peu avec la voiture quand même. On voit que ça bouge pas mal, ça corrige. On essaie de trouver les limites et d'arriver à chercher les dixièmes partout. Une petite trajectoire, un point de freinage qu'on va repousser un petit peu. C'est vraiment, on essaie d'optimiser tout ça et ça nous donne des beaux spectacles. Effectivement, c'était une très belle course sur un circuit routier en plus qui est déjà de base très plaisant, sur lequel on ne s'ennuie en général jamais. Oui. J'ai pas le souvenir d'une course chiante à Road America. Toi peut-être, moi. J'avoue, non. Non, c'est un circuit en général qui est assez plaisant et assez sympathique à rouler ou à regarder, parce que la piste est relativement large, elle permet en général suffisamment de dépassement pour peu qu'on ait un peloton relativement homogène et puis des voitures qui n'ont pas énormément de différence entre elles. Alors on avait quasiment toutes les mêmes voitures, donc c'est idéal, mais quand on a même plusieurs catégories sur une même piste, en général, c'est un circuit qui est souvent spectaculaire et les pilotes aiment bien y aller en général en fait. Les pilotes aiment bien y aller, les spectateurs aiment bien regarder. Donc ça peut être c'est un cocktail assez détonnant.
Exactement. Mais en tout cas, j'espère que cette course vous a plu, que vous aviez apprécié, que vous la regardiez sur Twitch, sur YouTube, sur la chaîne Paddock TV ou sur la chaîne de la NASCAR Whelen Euro Series. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a plu, bien surtout, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et les petits commentaires. Et puis en attendant, nous, on vous dit à très bientôt sur Paddock TV. Cette semaine, on a eu une semaine très US, on vous le rappelle. Hier, on a eu une course très mouvementée à Indianapolis avec les IndyCar, les Dallara IR18 et leur fameux Windshield. Il y a eu des restarts un peu compliqués et on a eu beaucoup de carbone en piste. Et puis à Bristol, c'était pareil, mercredi avec la 8e manche de l'US Racing et FRN Cup Series. Alors, c'était pas des IndyCar, hein, c'était bien les voitures de l'Xfinity, mais pareil, il y a eu énormément de tôles froissées. On a eu 15 drapeaux jaunes. Ça a été une course très agitée et mouvementée. Et cette semaine américaine nous a offert beaucoup de spectacles. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, eh bien, nous, on va devoir vous laisser. Si jamais vous voulez retrouver les pilotes de l'US Racing IFRN Cup Series, eh bien ça ne sera pas au Texas, mais ça sera au Kentucky. Oui. Le 15 avril, ça sera donc mercredi prochain. Vous pourrez retrouver une partie du peloton que vous avez vu ce soir. Et puis dans la cabine de commentateurs, eh bien Geoffroy, tu seras toujours présent pour pouvoir nous raconter et nous faire vivre cette course en direct depuis la cabine Paddock TV. Bien évidemment. Voilà, merci à tous, encore une fois, merci Geoffroy, merci aux pilotes et merci aux téléspectateurs. Et merci Adrien, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous, comme tu le disais, mercredi au Kentucky pour une course qui s'annonce encore une fois sympathique sur un exceptionnel ovale d'un mile et demi. On aura le temps d'y revenir mercredi. Très largement, allez, bonne soirée à tous et encore merci de votre fidélité sur Paddock TV. Bye bye, à la prochaine. Salut tout le monde.